Christophe Ondelatte. Bonjour à tous. Vous m'avez rarement entendu dire qu'il y avait des leçons à tirer d'une affaire criminelle. Je n'aime pas trop ceux qui, pour raconter un crime, ont besoin de se cacher derrière le prétexte d'un phénomène de société. Mais l'histoire du jour sera une exception, car il s'agit de l'affaire Stéphane Moitoiré, qui durant l'été 2008 à Lagnieu, dans l'Ain, assène 44 coups de couteau à un petit garçon de 11 ans, prénommé Valentin. Et tout l'intérêt de cette histoire se résume dans la décision de la juge d'instruction de le renvoyer devant la cour d'assises pour le juger, alors que Stéphane Moitoiré, de toute évidence, est un malade mental. Mais à sa décharge, vous verrez que dans cette affaire, les experts psychiatres, au nombre de 10, n'ont pas donné de leur profession le meilleur visage. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour dire si oui ou non, Moitoiré était schizophrène. Et j'ai donc fait appel à l'un de ces psychiatres pour le débrief tout à l'heure, le docteur Paul Bensoussan, que je prends pour l'un des meilleurs experts français. Bonjour à vous. Bonjour Christophe Ondelatte. J'aurai donc besoin de vous tout à l'heure. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par un cauchemar. Durant l'été 2008, à Lagnieu, dans l'Ain, Michel garde le petit garçon de sa copine Véronique, Valentin, 11 ans. La mère est en instance de divorce, l'idée c'est de lui changer les idées. Et comme chez Michel, il y a un vélo à sa taille, Valentin en fait du matin au soir. Et le soir du 22 juillet, il est dans la rue, derrière la maison, et en début de soirée, il disparaît. Michel et ses fils partent tout de suite à sa recherche. C'est l'un de ses fils qui trouve d'abord le vélo et juste à côté Valentin, au pied d'un portail, couvert de sang, des plaies sur tout le cou. Il n'est pas mort, il respire encore, mais le temps que les pompiers arrivent, son petit cœur s'est arrêté. Pendant 1 heure, ils essayent de le ranimer, mais un peu avant 1h30 du matin, on les voit ranger leur matériel. Il n'y a plus rien à faire. Valentin est mort. Mort de quoi ? Au début, les médecins pensaient à un chien, à un gros chien qui aurait sauté à la gorge du gamin. Toutes les blessures sont sur le cou et sur le torse. Elles sont profondes. Ça ressemble à des morsures. Et c'est d'ailleurs ce que les gendarmes disent à la mère quand ils vont la réveiller en pleine nuit. Madame, nous sommes désolés. Votre fils, Valentin, a été attaqué par un chien. Il est décédé. Et dès que le jour se lève, les gendarmes se mettent donc à chercher un chien du quartier qui se serait échappé. Ils trouvent quelques grands chiens, mais les propriétaires sont formels. Ah, mon chien ? Ah ben hier soir, il était enfermé. Ah, ça je suis sûr. Et on voit débarquer à Lagnieu les premiers journalistes. Cette histoire de chien qui tue un enfant en pleine torpeur estivale, c'est une belle affaire. Mais ils sont à peine arrivés que l'histoire change complètement de nature. Dans l'affaire de l'enfant retrouvé mort hier soir à Lagnieu dans l'Ain, le garçon de 11 ans a été tué à l'arme blanche. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Émilie Nora, vous avez assisté à sa conférence de presse. On se dirige peut-être maintenant vers une investigation de grande ampleur. Oui, on pourrait bien s'acheminer vers une enquête de grande envergure, selon le procureur de Bourg-en-Bresse. Valentin a subi de nombreux coups portés par arme blanche, principalement à hauteur de la gorge et du thorax. Les plaies les plus profondes mesureraient jusqu'à près de 10 cm de long. Valentin n'a pas été tué par un chien. Il a été tué à coups de couteau. C'est un meurtre d'une sauvagerie incroyable. Rendez-vous compte, il y a du sang jusque dans les rues voisines. Sur le sol, sur les murs, il y en a même sur la devanture du pharmacien et sur celle du fleuriste. Les gendarmes, évidemment, font des relevés. Ils analysent ce sang. Ça n'est pas le sang de Valentin. Donc, c'est le sang de son agresseur. Et c'est un bon point pour cette enquête qui débute. Le tueur du petit garçon a signé son crime. Il a laissé son ADN partout.
44. Le médecin légiste a finalement compté 44 coups de couteau sur le corps de Valentin. Il en faut, hein, de la rage pour donner 44 coups de couteau à un enfant de 11 ans. Et les plaies sur ses bras et sur ses mains montrent que le gamin a essayé de se défendre. Alors qui est le sauvage qui a fait ça ? On passe l'ADN isolé dans les traces de sang que le tueur a laissé partout au fichier des empreintes génétiques. Inconnu. Au début, faute de mieux, les gendarmes s'intéressent à la famille, les parents, les amis des parents. Mais ça ne dure pas longtemps, car à Lagneux, on pense avoir vu le tueur. À 23h50, 55, sur la commune de Lagneux, sur la place en face. Il était comment ? 1m80, dégarni, en short, avec lampe frontale, des gourdes sur lui, sac à dos. Mais à 23h50, avec un sac à dos et une lampe frontale, pourquoi je connais un peu tout le monde, ouais, mais cette personne non me paraissait pas du coin. Deux sœurs qui rentraient de chez leur mère, tout près des lieux du crime, l'ont vu aussi. Louche, drôle de dégaine. Il avait le regard vide. Oui, vide. Mis bout à bout, tous les témoignages permettent de tracer un portrait assez précis. 1m75, assez costaud. Le type était en sandales et en short. Il portait un t-shirt brun. Et il avait une tête de Sud-Américain. Il n'y a qu'une seule caméra vidéo à Lagneux. Elle est installée juste au-dessus du distributeur de billets. Les gendarmes saisissent l'enregistrement et à 23h37 précise, on voit l'homme passer en short. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais on voit qu'il a un vêtement noué autour de la taille. Et donc les gendarmes, ils sont maintenant 100 sur cette affaire, se mettent à chercher un rôdeur, un routard. Ils trouvent un toxicomane connu de la justice pour avoir agressé un enfant. Ils l'arrêtent, ils l'interrogent. Il n'était pas à Lagneux le soir du drame. On demande aussi à toutes les brigades de gendarmerie du département de faire remonter tous les contrôles d'identité qui ont pu paraître suspects depuis le début du mois. Et la brigade de Léman signale avoir contrôlé un drôle de couple. Ah ben la fille était complètement perchée. Elle s'est présentée comme la princesse des esprits divins. Et le type n'était pas plus clair, il nous a dit qu'il était le secrétaire de Sa Majesté. La fille a aussi dit qu'elle était une amie du président Sarkozy. Et le type a tenu des propos incohérents sur la galaxie et l'univers. Ils disaient tous les deux qu'ils étaient australiens et qu'ils parcouraient la France à la recherche d'esprits divins. Et vous avez leur identité, ces deux individus ? Oui, bien sûr. Alors lui s'appelait, Stéphane Moitoiré, 39 ans, et elle, Noëlla Ego, 49 ans. Un automobiliste a vu les mêmes. Il les a pris en stop. Ah ben, je peux vous dire qu'ils n'avaient pas une super hygiène, hein. Et puis ils voyageaient avec leurs affaires dans des sacs poubelles. Ils vous en parlaient au cours du trajet ? Écoutez, l'homme était assis sur le siège passager. Il m'a tenu un discours qui tenait pas debout du tout, hein. Comme quoi les gendarmes, les notables français étaient des tueurs d'enfants, des violeurs de femmes, etc. Et d'ailleurs, il m'a expliqué qu'il allait bientôt mener une opération en hélicoptère contre la gendarmerie de Lagneux pour les punir de leurs actes. Et d'après lui, les gendarmes en question appartenaient à sa liste noire. Et vous les avez laissés où ? Ah ben je les ai déposés à Saint-Sorlin en Bugey. Les gendarmes filent donc d'Ardard à Saint-Sorlin. Et ils tombent sur le maire qui les a vus lui aussi. Mieux, il leur a parlé. Le type l'a interpellé en pleine rue. Vous savez ce qu'il m'a demandé ? Il m'a demandé qui s'occupe du catéchisme ici. Il parlait tellement mal, je lui ai demandé de répéter. Il était très agité, il n'avait pas l'air normal. Hein. Qui s'occupe du catéchisme ici ? Les gendarmes comprennent assez vite que ça n'était pas le catéchiste qu'ils cherchaient. Ils cherchaient un endroit pour dormir, une salle paroissiale. Et là, ils apprennent qu'une bénévole leur a ouvert l'ancien presbytère. Et c'était quand précisément ? Ah ben c'était dans la nuit du 28 au 29 juillet. La nuit du crime. La nuit où Valentin a été massacré.
Les deux oiseaux ont dormi à quelques kilomètres de l'endroit où le gamin a été égorgé. Donc tout semble indiquer que ce sont eux qui ont tué l'enfant. Ils ont dormi chez le curé de Saint-Sorlin le soir du meurtre. Ils ont donc sans doute laissé des traces, et notamment leur ADN. Les gendarmes vont voir. Et des traces, ça, il y a des traces. Il y a des traces de sang sur la porte, il y a de l'eau sur le sol comme s'ils avaient nettoyé, il y a des bougies éteintes posées sur des chaises. Et maintenant, il suffit de comparer ces traces ADN à celles retrouvées sur la scène de crime. Et si ça match, on sera certain que c'est eux. Mais est-ce qu'on attend les résultats pour les arrêter ? Non, bien sûr. Un mandat d'arrêt est lancé, accompagné de 2 portraits robots. Et ça ne traîne pas, quelqu'un les a vus faire du stop loin de Lagnieu, dans l'Ardèche. Dans l'enquête sur le meurtre du petit Valentin, les gendarmes ont mis la main hier sur le suspect principal, Stéphane Moitoiret, un marginal de 39 ans, et sa compagne, Noëlla Ego. Leur portrait robot avait été diffusé en début d'après-midi hier, et ils ont été arrêtés sans violence quelques heures plus tard, en Ardèche. Des automobilistes qui les avaient vus faire du stop ont donné l'alerte. Ça y est. Ils ont été arrêtés et les voilà en garde à vue. Et d'entrée, les gendarmes remarquent que Moitoiret est blessé à la main gauche. Selon les médecins, la blessure remonte à il y a 5 jours, c'est-à-dire au jour du meurtre de Valentin. L'interrogatoire commence. Chacun dans une pièce, chacun face à un gendarme. « Vous faites quoi dans la vie, monsieur Moitoiret ? »« Je suis en mission divine. » « Vous faites quoi dans la vie, Madame Ego ? » ?»« Je suis présidente des grandes missions divines, et à ce titre on m'appelle Sa Majesté, ou Son Excellence. Et je dois vous appeler Sa Majesté ? Oui, monsieur. Sinon vous vous exposez à une forte amende, 5 milliards d'euros. Même un pape me doit ce respect. Comme vous faites votre travail, je verrai si je vous envoie cette amende. Voilà le genre de propos que les 2 oiseaux tiennent au début de leur interrogatoire. Et quand on leur demande où ils étaient le soir du crime, ils répondent tous les 2 à la cure de Saint-Sorlin. Ils n'ont pas bougé. Et ça dure comme ça toute la première journée de garde à vue. Les gendarmes apprennent que ça fait 20 ans que ces 2-là vivent ensemble. Ils n'ont jamais eu de téléphone, jamais eu de carte de crédit. Ils font du stop, ils se font héberger de ci, de là, ils vivent de l'aumône qu'on leur fait. Au bout d'une journée de garde à vue, les gendarmes posent sur la table tout ce qu'ils ont réuni comme éléments à charge contre eux. Réponse de Noëlla Ego. « Oh c'était sans doute des clones qui ont commis le crime. Ils ont voulu nous gêner dans notre mission divine. » Les gendarmes apprennent aussi que le duo a eu un enfant, une petite fille. Noëlla Ego a d'ailleurs du mal à se souvenir de son prénom. Il leur a été retiré par la DAS, trop occupé par leur mission divine. Et c'est à ce moment-là que tombe le résultat des comparaisons ADN. Et c'est bien lui, c'est Stéphane Moitoiret qui a tué Valentin. Le sang retrouvé sur la scène de crime est le sien. Monsieur Moitoiret, comment est-ce que vous expliquez qu'on retrouve votre ADN sur la scène de crime ? Oh ça doit être un clone. Il y a, figurez-vous, 250 milliards de clones de ma personne sur la Terre. Alors vous voyez. Au 2e jour d'interrogatoire, c'est finalement Noëlla Ego qui craque la première. Stéphane était très en colère ce soir-là. Contre la gendarmerie qui nous avait contrôlés, contre l'État et contre la mairie. On s'est disputé. Il m'a dit qu'il était temps que cette mission se termine et qu'on devrait faire un retour en arrière. Un retour en arrière. Vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit ? C'est un concept que j'ai créé. C'est pour interrompre une mission. Il s'agit de créer un incident, en l'occurrence en tuant quelqu'un. Et Stéphane Moitoiret vous a parlé ce soir-là de procéder à un retour en arrière ? Ah oui ? Oui, je lui ai dit que c'était une bonne chose, parce que moi aussi, j'en avais marre de cette mission. Et là, elle raconte qu'il s'est absenté 1 heure
qu'il a quitté la cure, qu'il est parti tout seul et qu'il est rentré couvert de sang. Elle lui a demandé ce qui s'était passé. Il lui a dit qu'il avait tué un enfant. Voilà, Noëlla Ego a craqué. Et à la fin de son audition, elle signe le procès-verbal de son nom. Elle n'écrit pas comme elle l'a fait jusque-là, Sa Majesté. À la fin de cette garde à vue, ils sont mis en examen tous les deux, Moitoiré pour assassinat sur mineur de moins de 15 ans avec acte de barbarie, et Noëlla Ego pour non-empêchement et non-dénonciation de crime. Sauf qu'à partir de là, vous vous en doutez, va se poser une autre question. Ces deux-là ont des allures de malades mentaux. Ils ont déliré pendant des heures devant les gendarmes. Alors sont-ils responsables pénalement ? Est-ce qu'on pourra les juger devant une cour d'assises ou est-ce qu'ils relèvent de l'hôpital psychiatrique ? La première à apporter son grain au débat est la propre mère de Stéphane Moitoiré. Si Stéphane, si vraiment il l'a fait, il l'a pas fait sciemment. Il se sentait persécuté. Quand on lui parlait, il répondait par chuchotement, parce qu'il était espionné. Quand ils étaient sur la route, il disait que des avions leur rasaient la tête, que les voitures qu'on voulait les écraser, qu'on voulait les tuer, qu'on en avait après eux. Pour moi, il est à 100% irresponsable de l'acte. Si c'est lui qui l'a commis, il est totalement irresponsable de l'acte. Stéphane Moitoiré et Noëlla Ego ont déliré pendant 20 ans. Ils n'ont jamais été hospitalisés. Jamais. On a retrouvé quelques-uns de leurs écrits. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est elle, Noëlla, qui apparaît comme le penseur délirant du duo. Lui se remplissait de ce qu'elle disait. Elle faisait vivre un monde où se côtoyaient Luke Skywalker, la reine d'Angleterre et Dark Vador. Il devient donc urgent pour le juge d'instruction de répondre à la question. Sont-ils, oui ou non, des malades mentaux ? L'un et l'autre. Et donc, la juge se tourne vers des experts psychiatres. 3 experts. Et elle leur pose la même question. Moitoiré et Ego relèvent-ils de l'article 122-1 du Code pénal ? Leur discernement était-il aboli par la maladie au moment du meurtre de Valentin ? Si la réponse est oui, alors il n'y aura pas de procès et les deux fileront en hôpital psychiatrique. Les 3 psychiatres répondent que Noëlla Ego est responsable. Mais concernant Stéphane Moitoiré, ils divergent. Et au lieu de rendre un rapport commun, un rapport de consensus, comme c'est l'usage, ils rendent 2 rapports différents. Le docteur Paul Bensoussan diagnostique chez Moitoiré une schizophrénie paranoïde. C'est la plus grave des psychoses. Et pour lui, c'est clair, il est irresponsable. Il n'a aucun doute là-dessus. Il ne peut pas y avoir de procès. Mais les 2 autres experts psychiatres ne sont pas d'accord. Il n'est pas schizophrène. La preuve, il a nié son crime devant les gendarmes. Et ensuite, il s'est enfui. Les schizophrènes ne font pas ça. Donc son discernement n'était pas aboli, il n'était qu'altéré. Et donc, il peut y avoir un procès. Pour la juge d'instruction, reconnaissez que c'est un casse-tête. Alors elle sollicite un 2e collège de 3 experts psychiatres. Et eux, ils sont unanimes. Moitoiré est schizophrène. Il est irresponsable. La juge sollicite alors un 3e collège de psychiatres experts. Et là, on hallucine, ils disent tous les 3 que Moitoiré n'est pas schizophrène. Et donc la juge fait 2 colonnes. À gauche, les psys qui disent qu'il est schizophrène. Ils sont 4. À droite, ceux qui disent qu'il n'est pas schizophrène. Ils sont 6. Ils sont plus nombreux. Et donc, elle décide de renvoyer Moitoiré devant la cour d'assises. Et la maman de Valentin, qui réclamait ce procès, est soulagée. Ça a été vraiment un énorme soulagement, vraiment un poids en moins sur les épaules. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. On n'a jamais parlé de vengeance. Le fait que la mémoire de Valentin soit honorée, respectée,
Ça sera déjà un trait de tirer par rapport à cette douleur qui nous a tant accablés pendant 22 mois. Bien sûr qu'elle sera tout le temps présente. Ça va être un procès pour Valentin, mais c'est le procès qui va rassurer tout le monde. Et donc, le 5 décembre 2011, s'ouvre à Bourg-en-Bresse le procès de Stéphane Mautoiré et de Noëlla Ego pour le meurtre du petit Valentin. Dans le box, Mautoiré ressemble à un zombie. Il a la tête penchée, il annonce. Et elle a le regard totalement figé. Et le débat, sont-ils fous ou pas, est au cœur du procès. Avec d'un côté les avocats de Mautoiré, maître Berton et Delarue, pour qui, c'est clair, leur client est fou. Et de l'autre, Gilbert Collard, l'avocat des parents, qui concède qu'il est déséquilibré, mais qui constate qu'il est conscient de ce qu'il a fait. La suite ressemble à une sorte de congrès de psychiatrie, un affrontement entre deux races de psychiatres, auxquels sans doute les jurés ne comprennent rien, ou pas grand-chose. Et à la fin, l'avocat général qui depuis le début penche pour la responsabilité de Mautoiré, donne ses réquisitions. Je retiens que M. Mautoiré avait un discernement altéré au moment des faits, et je demande donc en conséquence 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Concernant Mme Ego, je demande de 16 à 18 ans de réclusion criminelle. Les avocats de Mautoiré ont beau plaider ensuite qu'ils n'ont aucune raison d'être là, qu'on ne doit pas juger les fous et qu'il faut envoyer Mautoiré à l'hôpital psychiatrique. Le verdict tombe. Stéphane Mautoiré est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans, et Noëlla Ego est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Ils font appel. Il y a un deuxième procès à Lyon, en novembre 2011. À ce procès, Mautoiré apparaît très différent. Il a doublé de volume, il est énorme, et pour parler, il parle. Il parle et il parle. Il est en plein délire. Et il commence par dire « Je ne suis pas fou ». Ses avocats se disent « Enfin, ça va se voir. Les jurés vont voir qu'il est complètement frappadingue ». Eh bien non. À la fin, le verdict tombe. Mautoiré est condamné à 30 ans, Noëlla Ego à 4 ans. Elle a déjà fait 4 ans de détention provisoire, elle est donc libre. Et Stéphane Mautoiré retrouve sa cellule à la prison, sans aucun suivi psychiatrique particulier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.